Il y a une question qui plane sur ce tournoi et que personne au sein de la FIFA ne veut te répondre directement. Pas à propos du football lui-même, pas à propos du tableau, pas à propos des favoris, pas à propos du groupe qui serait un piège mortel ou du petit outsider qui aurait les meilleures chances d'une course miraculeuse. Une autre sorte de question. Une plus inconfortable. Chaque équipe qui s'est qualifiée pourra-t-elle réellement y arriver ? 5 nations qui se dirigent vers cette Coupe du Monde portent un poids qui n'a rien à voir avec la préparation tactique, la profondeur de l'effectif ou la pression des attentes. Elles portent une incertitude réelle et non résolue quant à savoir si leurs joueurs, leurs responsables et leurs supporters pourront surmonter les défis spécifiques que ce tournoi particulier, organisé dans 3 pays et dans un climat de complexité politique et logistique extraordinaire, a placé directement devant eux. Ce n'est pas une petite affaire. C'est une histoire qui touche l'âme du sport, à propos de ce que signifie réellement dire que le football unit le monde quand le monde ne peut pas toujours se rendre au football. Aujourd'hui, nous passons en revue 5 nations dont les situations à l'approche de cette Coupe du Monde soulèvent des questions qui méritent un examen sérieux et honnête. Pas d'hystérie, pas d'exagération. Le regard lucide sur ce qui se passe réellement que les fans qui suivent ce sport depuis des décennies méritent de recevoir. Commençons par la situation la plus aiguë, celle qui a généré plus d'incertitudes réelles que tout le reste durant la phase de préparation de ce tournoi. Iran. L'Iran s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026. Il s'est entraîné, il s'est préparé. Ces joueurs et qui n'ont rien à voir avec les décisions des gouvernements et qui souhaitent tout simplement concourir dans le sport auquel ils ont consacré toute leur vie, ont suivi le même parcours de 4 ans que toutes les autres nations qualifiées. Et, dans les jours immédiatement précédant le début du tournoi, ces joueurs attendaient toujours leur visa pour entrer aux États-Unis. Toujours en attente, avec le match d'ouverture imminent. Leur rencontre de phase de groupe prévue à Los Angeles et à Seattle. Les documents requis pour entrer dans le pays hôte de leur propre tournoi restent non résolus. Laissez cela reposer un instant. Une équipe nationale confirmée pour la Coupe du Monde de la FIFA, incapable de confirmer si ses athlètes peuvent légalement pénétrer le pays où les matchs sont prévus. La FIFA a pris une mesure précise en réponse à cette situation. Elle a autorisé l'équipe nationale iranienne à déplacer son camp de base des États-Unis vers le Mexique. L'équipe prévoyait initialement de s'installer à Tucson, en Arizona, ville choisie pour ses installations d'entraînement et sa proximité avec les sites de la phase de groupe en Californie. Au lieu de cela, la fédération a déplacé ses préparatifs à Tijuana, juste au sud de la frontière de San Diego. Les joueurs traverseraient les États-Unis pour leur match programmé, puis reviendraient en tas sur le sol mexicain le même jour. Ils s'entraîneraient, en récupéreraient et vivraient au Mexique plutôt que sur le sol américain. Et la situation des visas est devenue encore plus compliquée dans les derniers jours avant le départ. Alors que les joueurs et le personnel d'entraîneurs principaux ont finalement reçu leur visa américain, approuvé 10 jours avant le premier match de l'Iran, 14 membres du staff technique, dont Mehdi Taj, chef de la Fédération iranienne de football, se sont vus refuser l'entrée. Les médias d'État iraniens ont rapporté les refus. Le département d'État américain a reconnu que des visas nécessaires avaient été délivrés aux athlètes et au personnel essentiel, mais a clairement indiqué qu'ils ne laisseraient pas, à leurs mots, le système être exploité. L'ambassadeur de l'Iran au Mexique a dit à l'équipe que, selon leurs conditions de visa, le groupe devait entrer et sortir du territoire américain le même jour que chaque match, entrer le matin, quitter le même jour. Réfléchissez à ce que révèle réellement cet arrangement. Une équipe qualifiée pour un tournoi incapable de s'établir dans le pays hôte principal, utilisant un voisin comme refuge d'où traverser la frontière les jours de match. Un arrangement sans précédent dans l'histoire des Coupes du Monde qui a obligé la FIFA à gérer une situation que sa planification pré-tournoi n'avait clairement pas entièrement anticipée. Les joueurs eux-mêmes ont parlé tout au long de cette épreuve avec une dignité et une maîtrise qui méritent reconnaissance. Ce sont des footballeurs, ils veulent jouer. Les circonstances géopolitiques entourant leur nation ne sont pas de leur fait et ne sont pas sous leur contrôle. Le conflit persistant entre l'Iran, Israël et les États-Unis jette une longue ombre sur chaque négociation de visa, chaque échange bureaucratique, chaque conversation sur la possibilité pour les athlètes iraniens de concourir dans un tournoi qu'ils ont légitimement mérité. Mais ces circonstances les placent dans une position qu'aucune équipe dans une précédente Coupe du Monde n'avait jamais rencontrée de cette façon. La situation de l'Iran représente le bord le plus aigu d'un problème d'accès plus large qui touche plusieurs nations, mais ce n'est pas le seul.
Les nations africaines qui se sont qualifiées pour ce tournoi ressentent une frustration spécifique qui s'est accumulée tout au long de la période de préparation et n'a jamais été adéquatement résolue. L'administration Trump a introduit une exigence de caution de visa, un dépôt financier de 15 000 $ appliqué aux supporters de 5 pays africains, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Tunisie. 15 000 $. Une somme qui, dans le contexte économique des nations concernées, représente une interdiction effective pour les supporters ordinaires d'assister aux matchs de leurs équipes nationales. Il ne s'agissait pas d'une politique ciblée sur le football. C'était une partie d'une initiative d'immigration plus large de la Maison-Blanche, appliquée à une cinquantaine de pays, destinée à décourager les dépassements de séjours de visa. Mais l'impact sur les fans de football des nations africaines qualifiées a été immédiat et sévère. L'exigence a finalement été levée, mais seulement à la mi-mai, quelques semaines avant le début du tournoi, après des mois durant lesquels les fans de ces pays avaient les planifiés, ou plus précisément, n'avaient pas pu planifier autour d'un obstacle qui rendait la présence pratiquement impossible. Et même la levée est venue avec des conditions. Pour que l'exigence de caution soit supprimée, les détenteurs de billets des pays concernés devaient être inscrits au système FIFA Pass et déjà posséder des billets valides pour les matchs. Pour les personnes qui n'avaient pas encore acheté de billets précisément à cause de l'incertitude de la caution, l'annulation est arrivée trop tard pour être utile. Les dommages causés par des mois d'incertitude ne sont pas annulés par un revirement tardif. Les vols n'avaient pas été réservés. Les chambres d'hôtel n'avaient pas été bloquées. La fenêtre de planification abordable était depuis longtemps close. Les fans qui auraient pu voyager, qui souhaitaient les voyager, qui avaient des équipes qualifiées pour la soutenir, se sont retrouvés incapables de faire ce que les supporters de chaque précédente Coupe du Monde pouvaient en faire, suivre leur équipe. Ce n'est pas une injustice abstraite. C'est une grand-mère à Dakar qui ne peut pas regarder son pays jouer à la Coupe du Monde. Un groupe d'amis à Yaoundé qui a suivi chaque match de qualification et ne peut pas se rendre au tournoi pour lequel ils se sont qualifiés. Des personnes réelles. Des supporters réels, du football réel, et une barrière bureaucratique qui s'est interposée entre eux et le jeu qu'ils aiment. La levée est arrivée. Mais le timing le dit tout sur la façon dont les besoins des supporters africains ont été pondérés dans la planification de ce tournoi. Assister à un seul match de la Coupe du Monde 2026, en incluant les vols, l'hébergement et les billets, était estimé à plus de 5 000 $ en moyenne. Pour les fans des nations africaines concernées, cette base financière existait déjà avant même que la caution de 15 000 $ ne soit envisagée. L'effet cumulé n'était pas une simple contrainte, c'était une exclusion. La troisième nation dont la situation soulève des questions sérieuses est celle qui pourrait vous surprendre, parce que contrairement à l'Iran, contrairement aux nations africaines confrontées à des barrières de visa, les préoccupations de ce pays sont domestiques, internes et, à certains égards, plus difficiles à résoudre, parce qu'elles proviennent d'un des pays hôtes du tournoi même. Mexique. Le Mexique co-organise cette Coupe du Monde. Il accueille 13 matchs, dont des rencontres à Mexico City et à Guadalajara. L'Azteca Vésama Alexandre, récemment rebaptisé dans le cadre d'un accord de sponsoring, mais historiquement inchangé dans son importance, accueille le match d'ouverture. La contribution du Mexique à ce tournoi en termes de culture footballistique, de passion et d'ambiance est irremplaçable. C'est une nation qui a déjà accueilli 2 Coupes du Monde. Le pays comprend ce que le football de tournoi exige. La compétence organisationnelle est là. La passion est authentique et profonde. Et pourtant, dans les semaines précédant le début du tournoi, un incident sécuritaire sérieux s'est produit sur l'un des sites touristiques les plus visités du Mexique. Un tireur isolé a ouvert le feu au sommet des pyramides de Teotihuacan, site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des attractions les plus fréquentées du pays. Un touriste canadien a été tué. 13 autres personnes ont été blessées. L'incident a immédiatement soulevé des questions graves sur les protocoles de sécurité à l'approche d'un tournoi qui va attirer des centaines de milliers de visiteurs internationaux dans les villes mexicaines. Les autorités mexicaines ont réagi fermement. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été annoncées. La FIFA a exprimé sa confiance dans les dispositions d'accueil. Mais les questions soulevées par l'incident de Teotihuacan s'ajoutent à un débat plus large sur la sécurité qui a parcouru toute la période de préparation du Mexique. L'État de Jalisco, où se trouve Guadalajara et où 4 matchs de la Coupe du Monde sont programmés, a été au cœur des préoccupations sécuritaires liées aux activités des cartels suite à une importante opération des forces de l'ordre plus tôt dans l'année.
L'intersection du crime organisé, de grandes foules et de l'attention internationale constitue une combinaison que les planificateurs sécuritaires prennent toujours très au sérieux, et la situation à Jalisco a ajouté une couche de complexité au tableau d'accueil du Mexique que le journalisme responsable ne peut simplement balayer d'un revers de main. L'attente réaliste est que les matchs dans les villes mexicaines se déroulent en toute sécurité, et que l'ambiance à l'Azteca, en particulier, soit tout ce qu'un match d'ouverture de Coupe du Monde doit être. Mais les questions sont réelles et les fans qui se déplacent vers les villes hôtes du Mexique méritent de savoir que ces questions sont prises au sérieux plutôt que rejetées. La confiance totale de la FIFA est notée. L'engagement des autorités mexicaines à une sécurité globale est noté. Et la réalité sous-jacente du paysage sécuritaire dans certaines régions du Mexique est également notée, parce qu'il ne s'agit pas de conjectures, mais de contextes documentés. La quatrième nation est celle dont la situation illustre quelque chose d'important concernant le problème d'accès, mais sous un angle complètement différent. Pays-Bas. Les Néerlandais se sont qualifiés pour ce tournoi avec une équipe de réelle qualité. Leurs supporters, parmi les plus engagés et les plus colorés du football mondial, avaient en toutes les attentes de se rendre en Amérique du Nord en nombre significatif. Ils l'avaient déjà fait. Ils le refaisaient. C'est ce que font les supporters néerlandais. Et puis, 170 000 citoyens néerlandais ont signé une pétition demandant à l'équipe nationale de ne pas se rendre. 170 000 personnes. Pas un mouvement marginal, pas un petit groupe d'activistes opérant en marge du débat. Une expression massive et authentique de préoccupation assez importante pour atteindre le cabinet néerlandais qui a finalement rejeté la position du boycott. L'équipe jouera. Les joueurs veulent cette opportunité. Personne ne va retenir une équipe qualifiée d'une Coupe du Monde quand les joueurs eux-mêmes souhaitent être là. Mais l'ampleur de cette pétition et le fait qu'elle émane d'un des pays les plus passionnés de football d'Europe, avec un lien profond et authentique avec le jeu, révèle quelque chose sur le climat dans lequel ce tournoi est organisé. Les supporters néerlandais, qui en temps normal réserveraient leur vol et peindraient leur visage en orange des mois à l'avance, engagent maintenant une conversation nationale sur la pertinence même de se rendre au tournoi. Les débats aux Pays-Bas reflétaient des préoccupations plus larges qui circulent à travers l'Europe. La sécurité, le climat politique dans les pays hôtes, ce que signifie assister à un grand événement sportif en période de tensions géopolitiques accrues. Les chefs de 20 fédérations de football européennes ont été impliqués dans les discussions de boycott à l'approche de ce tournoi. 20, pas 20, voix marginale. 20 dirigeants d'organisations nationales de football établies, représentant des pays dont les supporters ont façonné les ambiances des Coupes du Monde depuis des générations. Le boycott ne s'est pas concrétisé au niveau de l'équipe nationale, mais le boycott individuel, le supporter qui décide de ne pas voyager, le fan qui revend son billet, la personne qui regardera depuis son canapé plutôt que d'entreprendre le déplacement, se produit. Il est visible dans les données de réservation d'hôtels. Il est visible dans les places vides que les analystes ont prédit pour certains matchs de phase de groupe. C'est la conséquence accumulée de mois de préoccupations tarifaires, de barrières d'accès et d'incertitudes politiques plus larges qui n'ont jamais été pleinement résolues avant le coup de sifflet d'ouverture. Pour les Pays-Bas spécifiquement, et pour la base de supporters européens plus largement, ce tournoi représente quelque chose qu'ils n'avaient pas anticipé lorsque le droit d'accueil leur a été attribué. Une Coupe du Monde qui impose un calcul qu'ils n'avaient jamais eu à faire auparavant. Est-il sûr d'y aller ? Pouvons-nous obtenir des visas ? Pouvons-nous nous permettre les billets ? Serons-nous les bienvenus ? Ces questions ne devraient pas exister lors d'une Coupe du Monde. Et le fait qu'elles existent, pour les supporters néerlandais, pour les fans à travers l'Europe, pour les supporters de pays sur chaque continent habité, est la mesure la plus claire de la distance entre la préparation de ce tournoi et ce que le jeu méritait. La cinquième nation se situe dans une catégorie différente des autres, car ses préoccupations ne portent pas sur l'accès, la sécurité ou les barrières de visa. Elles concernent quelque chose de plus fondamental à l'expérience même du tournoi. Australie. L'Australie s'est qualifiée. Son équipe, construite autour d'une génération de joueurs évoluant dans les championnats européens, façonnés par l'élan de leur campagne extraordinaire au Qatar 2022, où ils ont atteint les quarts de finale pour la première fois de leur histoire, est arrivée à ce tournoi avec une ambition et une qualité réelle. Les Socceroos ont passé 4 ans à se préparer pour ce moment. Leurs joueurs ont mérité leur place à la table. Mais la base de supporters voyageant depuis l'Australie affronte un périple qui teste les limites de ce que les fans de football ordinaires peuvent raisonnablement être invités à endurer. L'Australie vers l'Amérique du Nord, traverser le Pacifique, traverser un décalage horaire qui rend le chaos des horaires un compagnon constant.
Des vols qui, au prix applicable pendant la période de voyage de la Coupe du Monde, représentent un engagement financier majeur avant même qu'un seul billet ne soit acheté. Et les billets eux-mêmes, au prix que la FIFA avait initialement fixé pour ce tournoi, représentaient une demande financière qui a arrêté beaucoup de gens nets. Avant le recul partiel des prix des billets, suite à la vague d'indignation mondiale, les places les moins chères pour la finale étaient affichées à plus de 4 000 $. Même après que la FIFA a réduit certains tarifs en réponse à la colère publique, le coût d'assister à un seul match, un seul jeu, était estimé à plus de 5 000 $ lorsqu'on incluait les vols et l'hébergement pour les voyageurs lointains depuis l'Australie. Des rapports ont fait état de supporters australiens dépensant jusqu'à 25 000 $ pour assister à des matchs qu'ils rêvaient tant de voir en personne depuis des années, pas en s'offrant des forfaits de luxe, juste pour y parvenir. Vols, chambres et billets pour des personnes voyageant depuis l'autre côté du globe afin de voir leur équipe nationale dans un tournoi organisé à l'autre bout du monde. Les supporters de football australiens ont longtemps été parmi les plus dévoués voyageurs longue distance du sport. Les fans qui sont allés en Allemagne en 2006, en Afrique du Sud en 2010, au Brésil en 2014. Ces personnes ont fait des sacrifices qui reflétaient un amour authentique et profond pour le sport et leur équipe nationale. Ce tournoi leur a demandé de faire les mêmes sacrifices, mais sur fond de prix qui ont augmenté de façon spectaculaire par rapport à l'édition précédente et de barrières d'accès qui ont rendu le processus de planification plus complexe que jamais. Football Australia est intervenu pour travailler avec la FIFA afin d'obtenir des billets à prix réduit, des places à 90 $ réservées aux supporters les plus dévoués des Socceroos via un programme dédié. L'effort était sincère et l'intention était bonne, mais l'ampleur du problème dépassait toute intervention au niveau d'une fédération. Le résultat est une contingent de supporters australiens en voyage qui devrait être nettement plus petit que celui produit au Qatar. Pas parce que la passion a diminué, parce que le calcul pratique a basculé de manière à exclure les personnes qui seraient autrement présentes, qui veulent être là et qui ne peuvent pas faire fonctionner les chiffres. Ce qui relie ces 5 nations, l'Iran, les nations africaines, le Mexique, les Pays-Bas, l'Australie, c'est que leurs situations diffèrent dans leur nature précise, mais sont reliées par un fil unique. La Coupe du Monde 2026 a été la première à intégrer formellement des critères de droits humains dans le processus d'appel d'offres. Chaque ville hôte a publié un plan déclarant les moyens par lesquels elle promouvrait les droits humains et garantirait un accès inclusif. Le langage de l'inclusion, de l'accueil et de l'accès a été intégré dans les fondements de la conception et de l'attribution de ce tournoi. La FIFA a pris ses engagements publiquement, sur le registre, comme condition du contrat d'accueil. Et la réalité que vivent de nombreuses nations dans les derniers jours avant le match d'ouverture ne correspond pas à ce langage. Pas totalement. Pas pour l'Iran, dont les joueurs attendèrent encore leur visa à quelques jours du tournoi. Pas pour les supporters africains exclus par une exigence de caution qui a mis des mois à être levée et dont la fenêtre de planification était fermée au moment où le soulagement est arrivé. Pas pour les supporters européens qui font des calculs de sécurité et d'accueil qu'ils n'avaient jamais eu à faire lors d'une Coupe du Monde précédente. Pas pour les Australiens qui aiment ce sport et qui simplement ne peuvent pas se le permettre. Tout cela importe parce que cela touche à ce que doit être une Coupe du Monde. Pas un exercice de revenus. Pas un événement commercial qui implique le football. La Coupe du Monde est la plus grande expression du but déclaré du jeu, que le football unite réellement le monde, qu'il franchit les frontières, qu'il brise les barrières et crée des moments d'humanité partagés que rien d'autre dans le sport ne reproduit. Lorsque des nations ne peuvent pas installer leurs joueurs dans le pays hôte avant le début du tournoi, lorsque les supporters ne peuvent pas se permettre de suivre leurs équipes, lorsque la question de la sécurité du voyage vers une ville hôte fait l'objet d'un débat sérieux et réel, le but déclaré du tournoi est en tension avec la réalité de son organisation. La FIFA a insisté tout au long que tout était sous contrôle, que le tournoi sera livré, que le football parlera de lui-même. Et le football, une fois qu'il démarre, une fois les matchs joués, une fois la qualité extraordinaire de 48 nations en compétition dans 104 matchs génère les moments que ce sport crée toujours à son plus haut niveau, parlera effectivement. Il le fait toujours. Cette partie n'a jamais été la question. Mais l'histoire de qui l'a entendu, qui était dans le stade et qui regardait de chez soi parce qu'il ne pouvait pas se rendre sur place, quels supporters ont fait le voyage et lesquels ont été repoussés par les prix ou les formalités ou les complexités spécifiques d'un tournoi organisé à ce moment précis dans ce climat politique particulier, sera également racontée. Elle fera partie de l'héritage de 2026, tant que les gens écriront sur ce tournoi.
Les 5 nations que nous avons évoquées aujourd'hui ne sont pas seules dans leurs préoccupations. Elles représentent une image plus large d'accès et d'inclusion que cette Coupe du Monde n'a pas complètement résolue. Mais elles sont les illustrations les plus aiguës des questions qui touchent le cœur même de ce que ce tournoi est et pour qui il est réellement destiné. Dans 5 jours, l'Azteca sera rempli. Le football débutera. Les joueurs qui ont travaillé 4 ans pour ce moment auront leur chance. Et, aussi compliqué que le chemin vers ce moment ait été, les joueurs iraniens attendant leur visa à Antalya, les supporters africains exclus par les exigences de caution, les fans européens pesant une décision que leurs parents n'ont jamais eu à prendre lors d'un tournoi précédent, les Australiens qui ont fait les comptes et n'ont pas pu le faire fonctionner. Quand le premier ballon sera botté à Mexico City, le jeu sera là. Faire ce que le jeu a toujours fait. Dépasser les circonstances qui l'entourent. Produire quelque chose que les passionnés de football reconnaissent immédiatement, ou qu'ils regardent, que ce soit depuis un siège à l'Azteca ou un canapé à l'autre bout du monde. Le jeu est plus grand que tout cela. Cela ne signifie pas que les questions disparaissent. Cela signifie qu'elles seront toujours présentes lorsque le coup de sifflet final retentira.